de sa posture nouvelle, vous avez parlé de ce qu'elle incarnait. Dans ce qu'elle met aujourd'hui sur la table publique, du débat public, il y a cette démocratie participative. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a des risques populistes derrière, qu'évoquait Elisabeth Lévy? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui peut peut-être réconcilier les Français avec la politique? Non, ça je vous dis tout de suite, j'ai les plus grands doutes sur la réconciliation des Français avec la politique. Il me semble que Ségolène Royal évolue non pas sur ce terrain au niveau de recettes pragmatiques. La démocratie participative, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une voie réaliste, c'est un symbole. Tout est dans le changement. Et dans le changement d'attitude, oui, c'est le symbole. Alors, c'est ce qui fait toute l'inconnu de la période qui s'ouvre. Est-ce qu'on peut faire une campagne électorale purement et simplement sur une image symbolique, même si elle est très forte? Elle l'a montré. Les attaques ne l'atteignent pas. Est-ce que ça peut continuer jusqu'à quand? Nous n'en savons rien. Est-ce que, au travers de cette indication d'une orientation, une espèce de changement de climat politique peut se faire, qui entraîne ensuite des conséquences pratiques? Là, nous sommes dans l'inconnu complet. Alors, il y a peut-être certains éditoriaux grandiloquents dans la presse parfois, Marcel Gauchet. Certains écrivent qu'on va être amené à se prononcer moins sur un homme ou une femme, dans quelques mois, que sur le destin de la France. Qu'en pensez-vous? La politique, c'est la rhétorique. C'est pas d'aujourd'hui, c'est destiné à continuer, et en France plus qu'ailleurs, puisqu'il y a une valorisation demeurant très sympathique de la chose politique, ce temps flux en verbal occupe une place un peu déraisonnable. L'enjeu principal pour vous de 2007? L'enjeu véritable de 2007, c'est tout simplement ce qu'est une grande élection démocratique dans un pays comme la France, un pays qui, ne l'oublions pas, a été frustré d'élections en 2002. Parce qu'en 2002, il n'y a pas eu... Oui, mais justement, Marcel Gauchet... Vous permettez, Elisabeth, je termine juste. Levez la main avant de prendre la parole. Pardon. Surtout face au professeur Gauchet. S'il vous plaît. Quand même, je vois que... Vous voyez que l'autorité... il reste quand même quelque chose. Et moi, je suis pour. Alors, Marcel Gauchet, nous avons été privés, la France a été privée d'un scrutin en 2002. Ce n'est pas le destin de la France qui se joue, parce qu'un destin ne se joue pas tous les 5 ans, ou ça n'est pas un destin. Mais c'est à coup sûr une clarification des données. On voit bien l'attente qui est dans le pays, c'est celle d'une mise à plat d'une situation dont on mesure à quel point elle a changé depuis les dernières grandes échéances. La dernière grande échéance, c'est 1995. Et que d'eau a coulé sous les ponts depuis 1995. C'est là où la vraie demande, c'est de s'orienter dans le monde où nous sommes. Où en est la France, en Europe, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de ce qu'elle peut encore dans ce monde où il faut pour 5 ans. C'est révocable. Mais où situez-vous les urgences aujourd'hui pour la France? À peu près sur tous les fronts. Je crois que c'est un pays qui d'ailleurs est affolant, parce que si on cherche ce qui fonctionne bien, ce qui ne demanderait pas trop de rafistolage ou de mise à niveau, on aurait du mal à le trouver. Mais quand même, Marcel Gauchet... Les entreprises du CAC 40 qui ne sont plus en France. Alors de toute façon, il n'y a rien à faire pour elles. Ce n'est pas au niveau de cette élection que ça va se passer. Elles vivent très bien sans nous et sans l'avis des citoyens. Mais Marcel Gauchet, vous avez dit en 2002, nous avons été frustrés d'élections et en fait, nous faisons collectivement peut-être la même erreur qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire que rien ne nous indique que 2007 ne va pas répéter ce scénario. Les sondeurs nous racontent que Le Pen est à 10 ou 11%, ce qui me paraît être une absurdité pour n'importe qui se promène un peu dans ce pays. Je veux dire, rien ne nous indique que cette souffrance sociale a un autre Bourdin aujourd'hui que Le Pen pour taper sur ses élites. Je ne dis rien de contraire à ce que vous dites. Je parle des attentes des Français. Ils attendent de cette élection ce qu'en est venu à représenter l'élection présidentielle en France, c'est-à-dire le moment fort d'une sorte de mise à plat générale des choix. Or cela, rien ne garantit que cette élection devienne cela. Il se peut très bien que cette élection soit une élection pour rien.
Alors, une de plus. La dernière grande consultation, avez-vous dit, c'était en 1995. Et on se souvient qu'à l'époque, Jacques Chirac avait utilisé le thème de la fracture sociale, qu'il avait pillé à la gauche. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, comme Ségolène Royal sur la sécurité, vous l'avez dit, viennent sur le terrain de l'autre. Comment est-ce que vous analysez, en fait, ces vieilles recettes politiques qui consistent à aller piller l'adversaire? Oui, c'est devenu une technique de communication qu'on enseigne dans les 2 premières années. C'est ce qu'on appelle la triangulation en langage savant de la communication américaine, qui consiste effectivement à déstabiliser l'adversaire en occupant une partie de son terrain. Pour satisfaire tout le monde. Pour satisfaire virtuellement plus que 50% de l'électorat, puisque c'est le but d'un compétiteur sérieux dans cette élection. Ils auraient donc à savoir, parce que ce qui est surprenant dans les démarches actuelles de Nicolas Sarkozy, c'est que pendant 5 ans, finalement, il a construit sa popularité en disant « Il y en a marre qu'on ne dise pas qu'on est de droite en France, moi j'assume d'être de droite ». Et pendant 5 ans, il dit ça, et puis dans les 6 mois qui précèdent l'élection, finalement, il en revient à une technique chiracienne classique, et de dire « Je ne suis pas de droite » et de tenir un discours qui se veut, en tout cas, ou qui veut contourner l'adversaire par la gauche. Si vous voulez, là, il y a 2 raisons de fond qui obligent en effet à une telle démarche. Le lui reprocher est absurde. Il ne peut pas faire autrement. La première est que l'esprit de pluralisme a profondément pénétré dans ce pays, et c'est une nouveauté. Le climat de guerre civile politique a décliné. Du coup, être quelqu'un de droite, très bien, mais quelqu'un de droite qui est incapable de montrer la moindre capacité d'écoute vis-à-vis de la gauche, c'est absurde. Même chose pour la gauche, d'ailleurs, qui a de ce point de vue un problème qu'elle n'a pas résolu. La gauche est beaucoup moins à l'écoute de la droite, où elle le fait en catimini. Sur quel point? Enfin, la sécurité au premier chef. Voilà, vous nous avez dit que ça avait changé avec Ségolène Royal. Oui, justement, mais pas dans le discours, dans la posture. Ségolène Royal affiche, elle y est en partie obligée, pour ne faire oublier les soupçons d'être de droite, voire blairistes, qui pèsent sur elle, une calamité effroyable. Elle est peut-être même libérale, on ne sait jamais, auquel cas c'est quasiment un cas de révocation par son propre parti, si ça se vérifie. Donc, elle est obligée à affirmer une identité très sectaire de gauche. Il faut bien le dire. Oui. Il faudrait qu'elle fasse sa révolution culturelle. Elle sera obligée de la faire en cours de campagne, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. En cours de cette campagne-là? Oui, je le crois. Ah bon, avec des grandes révisions alors? Des révisions qui peuvent être cosmétiques, parce que là, tout se passe dans l'image, dans la position, dans l'attitude. Je crois qu'on est entré dans vraiment une autre logique du fonctionnement du message politique. Le discours de fond n'est pas cru, d'ailleurs n'est pas entendu. Du coup, si on veut parler aux Français, il faut leur parler autrement qu'en leur débitant des discours en 3 points qu'ils n'écoutent pas. C'est en ce sens-là que la voix de l'image est devenue le langage politique obligatoire. Mais par ailleurs, il y a une raison. Il y a, outre le pluralisme, dans cette attitude d'ouverture vers la gauche, il y a un motif encore plus profond, qui est le besoin, dans un système partisan qui fait une opposition de bloc gauche-droite, de gouverner au centre. Plus l'élection polarise des camps antagonistes, plus il faut montrer qu'on peut être le président ou la présidente de tous les Français. C'est une contrainte de fonction. Si vous êtes uniquement le candidat de votre camp, vous ne pouvez pas être élu. Mais ça peut fuir des 2 côtés. On voit bien oui, de l'extrême droite d'un côté et de l'extrême gauche de l'autre. On voit bien qu'un discours trop centriste. Vous ne croyez pas au centre d'ailleurs, vous l'avez souvent dit. Non, mais je ne croyez pas au candidat du centre. Vous ne croyez pas en François Bayrou par exemple. Je crois. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas en François Bayrou. Je crois qu'en même temps, la politique française se passe concrètement au centre. Par exemple, est-ce que vous diriez que Jacques Chirac, qui défend toujours le modèle social, qui défend l'unité nationale, ça fait partie de sa fonction bien sûr, mais le modèle social, est-ce qu'il a présidé au centre? Oui, incontestablement, et même au centre-gauche. Il faut bien le dire. Quand il disait, il n'y a pas si longtemps, qu'il était l'homme politique européen le plus à gauche de toute une vénérable assemblée qui comprenait forces sociaux-démocrates diverses et variées, il avait raison. Mais il a fait œuvre utile? Je ne crois pas
qu'on puisse gouverner un pays comme la France autrement que dans une variante de cette politique. Mitterrand a fait une politique de gauche en montrant qu'il était tout à fait sensible à une culture de droite et même à des accointances qu'on peut tout à fait discuter, mais qui comptait beaucoup dans sa stature d'homme politique, d'enraciné dans une histoire compliquée. Je crois que c'est la contrainte structurale qui est sur tout candidat sérieux. Enfin, une politique